Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Qui aurait imaginé, il y a un an, à part peut-être en Chine, qu'un nouveau type de coronavirus, le SARS-CoV-2, allait affoler toute la planète? Au sommaire, ce qu'on savait au début quand la Chine, pour contenir le virus, bouclait plus de 50 millions d'habitants dans la province de Hubei. Comment cette épidémie a amplifié les tensions et la guerre de propagande entre Pékin et Washington? Enfin, la course au vaccin, un enjeu stratégique pour les grandes puissances, un enjeu personnel pour leurs dirigeants. Nous sommes loin encore de connaître toutes les conséquences sociétales, économiques et géopolitiques de ce virus qui s'est propagé à travers la planète. Nos vies ont été chamboulées, nos libertés restreintes, les États les plus riches et les banques centrales ont déversé un déluge de monnaie pour éviter l'effondrement et pour acquérir en primeur les premières doses du vaccin. Cette crise aura révélé l'impréparation et la vulnérabilité de nos systèmes politiques et sanitaires. Elle aura été l'occasion d'une compétition entre nos démocraties et les modèles autoritaires en vigueur à Pékin ou à Moscou. Qui en sortira vainqueur? La Covid est-elle ce moment où l'histoire bascule? Toutes ces questions, nous nous les sommes posées à Géopolitis. Voici comment, avec nos invités, nos correspondants, tout au long de l'année, nous avons traité cette épidémie. On rembobine le film jusqu'au mois de février. L'Empire chinois était alors tétanisé et nous recevions ici même la directrice des situations d'urgence à l'OMS. C'est d'ici que tout serait parti début décembre sur ce grand marché de Wuhan, 11 millions d'habitants, 6e ville, la plus peuplée de Chine. On pouvait acheter toutes sortes de viandes, même du rat, du renard et du serpent. Une chauve-souris pourrait avoir transmis le virus à l'une de ces viandes. Le 16 décembre, les tout premiers malades étaient hospitalisés à Wuhan. Le 31, les autorités chinoises informent l'OMS de l'émergence d'un curieux virus dans la province de Hubei. Le coronavirus sera scientifiquement identifié le 9 janvier. Puis le 11, premier décès d'un malade à Wuhan. 2 jours plus tard, premier cas de maladie diagnostiqué à l'étranger, en Thaïlande. Et puis des cas apparaissent aux États-Unis, en Australie, en Europe. Peu à peu, toutes les provinces de Chine sont touchées. 23 janvier, les contrôles se généralisent. La ville de Wuhan et les grandes agglomérations alentours sont placées en quarantaine. Au total, 56 millions d'habitants, du jamais vu dans l'histoire. Pas d'avion, pas de train, pas de bus au départ de la zone. À Genève, le board et les experts de l'OMS déclarent un niveau d'urgence très élevé pour la Chine, mais pas pour le reste du monde. À ce moment-là, on dénombrait 18 décès en Chine et quelques 800 malades recensés. Pas de quoi encore provoquer un branle-bas de combat planétaire, mais tout va s'accélérer. Le 25 janvier, en plein Nouvel An chinois, réunion du pouvoir central à Pékin. Le plus grand pays du monde se met en état de guerre sanitaire. L'armée est mobilisée et c'est le Premier ministre Li Keqiang en personne qui est désigné pour conduire la bataille contre le virus. À Wuhan, la construction de 2 hôpitaux pour accueillir chacun plus de 1000 malades se poursuit nuit et jour. Tout le système de santé est soumis à une énorme pression, mais il n'a pas craqué. Jeudi 30 janvier, l'OMS à Genève se résout à déclarer l'urgence internationale. Des cas de maladies sont alors diagnostiqués dans 22 pays. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous dirigez à l'Organisation mondiale de la santé le département épidémie et pandémie. Est-ce que la Chine a pris les bonnes mesures?
La Chine a pris des mesures drastiques qui étaient nécessaires au début de cette épidémie parce qu'on ne connaissait pas ce virus et on voyait juste qu'il était en train de se transmettre extrêmement rapidement avec un potentiel de mortalité qui était totalement inconnu au début. Donc je pense que c'était important de prendre les bonnes mesures dès le début. Mais confiner plus de 50 millions de personnes, c'est quelque chose d'inimaginable hors de Chine, dans un pays qui ne serait pas autoritaire. On pourrait imaginer confiner 50 millions de personnes en France ou en Europe ? C'est inimaginable et ça a été fait. Oui. Et surtout, ça demande un énorme courage de la part des autorités chinoises, mais aussi de la population qui s'est soumise à cette quarantaine avec beaucoup de conscience civile, je dirais, pour essayer de contribuer à stopper ce virus. Donc on doit tout être reconnaissant pour tout ce que ces millions de Chinois ont fait pour nous. Donc c'était juste de le faire ? On le saura a posteriori quand on aura réussi à stopper cette épidémie, mais je pense qu'en tous les cas, ça l'a ralenti et les études montrent qu'effectivement, on a gagné quelques jours. Et quelques jours dans ces épidémies, c'est très important. Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui si le médecin chinois qui avait donné l'alerte, qui est mort aujourd'hui, n'avait pas été réduit au silence ? Alors ça... À la mi-décembre déjà. Donc, je ne me prononcerai pas sur la façon dont on l'a laissé ou pas parler, mais je crois que de toute façon, ce qui est clair dans toutes ces épidémies, c'est que les médecins, les infirmières sont au front. Et de toute façon, c'est toujours eux qui vont, d'une part, avoir les premiers signaux de gravité et aussi les premiers, malheureusement, à périr dans ce genre de guerre. Alors maintenant, la priorité absolue pour la Chine, c'est de reprendre le contrôle et de stopper la propagation de ce virus. Parce que, d'une part, c'est un enjeu, certes, de santé publique, mais d'autre part, c'est un enjeu d'image. Un enjeu d'image pour le pays, pour le pouvoir, à l'international. La Chine veut montrer que c'est un grand pays, ce n'est plus un pays en voie de développement, elle est capable de gérer une telle crise. Et puis, c'est un enjeu sur le plan domestique aussi pour le Parti communiste, qui doit montrer au peuple qu'il est capable d'assurer sa sécurité et son bien-être. Ça, c'est une très grande question, un très grand défi dans le pays à l'heure actuelle parce que les autorités centrales de la province du Hubei sont sous le feu des critiques, accusées d'avoir totalement ignoré, balayé sous le tapis, minimisé l'ampleur de ce virus au début de l'épidémie, d'avoir perdu un temps précieux dans la lutte contre le virus et surtout d'avoir fait taire les nombreux lanceurs d'alerte qui tentaient d'alerter le pouvoir à l'époque. Les gens sont excédés, sont fâchés parce qu'ils voient aujourd'hui la censure et le manque, l'absence de liberté d'expression dans le pays comme une des causes de cette épidémie et de la gravité de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Chine. Et le Parti communiste et Xi Jinping se retrouvent sous pression, une pression peut-être qui est la plus forte depuis 1989 et les manifestations de Tiananmen. La ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, est aujourd'hui, pour le gouvernement chinois, le symbole de son combat victorieux contre le virus. Alors qu'une partie du monde redoute une seconde vague et s'enfonce dans une profonde récession, Wuhan n'a plus rien d'une ville fantôme. On retrouve sur place notre correspondant, Michael Pecker. Alors ici à Wuhan, comme dans le reste de la Chine d'ailleurs, la vie reprend ses droits, les masques sont plus obligatoires et cette ville, Wuhan, qui était le symbole de cette pandémie mondiale de Covid-19, désormais débarrassée de ce virus, eh bien c'est devenu un symbole qui est instrumentalisé par le Parti communiste chinois pour prouver à sa population qu'il est tout à fait capable de gérer une telle crise, qu'il l'a gérée de manière efficace, surtout par rapport à l'Europe, aux États-Unis, qui se débattent eux encore avec ce coronavirus. Voilà à quoi ressemblait Wuhan en janvier dernier, une ville fantôme. 8 mois plus tard, ces images de fêtes gigantesques. La Chine pourrait être l'un des rares pays à ne pas connaître de récession cette année. Plus 1% du PIB selon le Fonds monétaire international, qui prévoit une chute de 8% pour l'économie américaine. L'an prochain, le rebond pourrait être 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis.
Mais économiquement, pour autant, tout n'est pas rose. Alors évidemment, les exportations ont résisté du fait de la demande internationale qui s'est maintenue à un niveau assez élevé. Mais sur le plan de l'économie intérieure, l'économie a beaucoup ralenti. L'État a dû investir pas mal d'argent dans des projets d'infrastructure, des prêts facilités pour pouvoir piloter cette économie. La croissance qu'on connaît actuellement est en partie artificielle. Et ce qu'on regarde surtout, c'est la consommation des Chinois. Elle commence tout juste à se remettre, mais elle reste encore très faible. Et ça, c'est source d'inquiétude ici dans le pays. Le président chinois compte bien tirer profit de ce bilan économique plutôt enviable pour imposer son statut d'homme providentiel. La propagande d'État y travaille et les journalistes étrangers sont priés de ne pas brouiller le message. Alors les autorités disent vouloir faire œuvre de transparence, mais dans les faits, on se rend compte en tant que journaliste qu'il est très difficile d'obtenir des interviews. Le sujet de l'origine du coronavirus reste tabou ici dans le pays. J'ai tenté de me rendre aux alentours du marché, là où tout a commencé. Il est toujours fermé, derrière des grosses épaisses palissades bleues et je me suis fait arrêter par des officiels très rapidement qui m'ont questionné, qui m'ont gentiment demandé de partir en m'interdisant de prendre quelques photos que ce soit. Donc on sent ici vraiment un malaise autour de ce sujet-là. Je relativiserai l'impact du Covid sur la stabilité politique voilà, du Parti communiste chinois en Chine. On a souvent émis l'hypothèse au début de la crise pandémique d'une déstabilisation du parti. Certes, des critiques existent au sein du parti, mais elles sont peu visibles. Surtout, on voit finalement une Chine qui cherche à renforcer certains positionnements à l'issue de la crise. Notamment, la Chine a lancé, Xi Jinping a annoncé la mise en place ce qu'on appelle un plan pour les nouvelles infrastructures, c'est-à-dire redoubler les investissements pour le développement des technologies sur le territoire chinois. Et à la fois, elle a exaspéré encore une fois un certain nombre de pays, notamment de par sa diplomatie publique. Certains diraient de sa propagande, qui glorifie la gestion de crise chinoise et qui n'hésite pas à souligner les faiblesses de la gestion d'autres pays ou d'autres groupements de pays tels que l'Union européenne. Mais en même temps, la Chine a réussi à finalement à trouver un accueil relativement favorable à certaines initiatives, certaines propositions à destination d'autres pays. Et vraiment, aujourd'hui, la Chine cherche à se positionner comme un fournisseur de solutions post-Covid. Ce discours ne prend plus dans beaucoup de pays, mais il prend dans une partie, encore une fois, du monde, et il ne faut pas sous-estimer finalement ce clivage. Plus que jamais, la Chine est d'une puissance clivante. Toutes les crises, celle du pétrole en 73, la chute du mur de Berlin, l'effondrement de la finance en 2008, ont laissé des traces. Cette crise massive et brutale secoue déjà le système international en commençant par aggraver la confrontation entre Pékin et Washington. En 3 mois, la Covid a tué aux États-Unis près de 100 000 personnes, davantage que tous les soldats tombés au Vietnam. 35 millions d'Américains ont perdu leur emploi jusqu'ici, une courbe jamais vue depuis la Grande Dépression des années 30. Pour Donald Trump, tout est la faute de la Chine. C'est le virus chinois qui est responsable de ce cataclysme. Et non, ce n'est pas du racisme, s'est-il défendu. I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term. Le président enfoncera le clou en retirant le soutien financier des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, coupable à ses yeux de s'être mise sous la botte du régime de Pékin. And defended the actions of the Chinese government, even praising China for its so-called transparency. I don't think so. Trump attaque pour mieux masquer sans doute ses erreurs et les dysfonctionnements de son administration, incapable au début de faire face à l'épidémie. Le pouvoir chinois a répondu du tac au tac aux accusations de Washington. Les politiciens américains n'ont qu'un objectif, masquer leurs mensonges et leurs faiblesses dans la prévention et le contrôle de cette épidémie et détourner ainsi l'attention du public. Le 10 mars déjà, le président Xi Jinping s'était rendu à Wuhan, foyer de l'épidémie, pour proclamer la victoire de la Chine sur le coronavirus. La propagande chinoise tourne à plein régime et la Chine victorieuse peut délivrer ses masques que le monde entier s'arrache. Plus de 30 milliards ont été exportés.
Fin avril, en mer de Chine, des navires de guerre américains se sont frottés de près à la flotte chinoise. Et les hostilités verbales ont repris de plus belle. Début mai, le secrétaire d'État Mike Pompeo avance, sans fournir la moindre preuve, que le virus serait parti de l'Institut de virologie P4 de Wuhan. Assertion totalement absurde et malsaine, riposte le ministère chinois des Affaires étrangères. Et sur les réseaux sociaux en Chine, la thèse se répand que le virus aurait été importé par des soldats américains au mois d'octobre déjà, lors des Jeux mondiaux militaires organisés à Wuhan. Des ultranationalistes fanatiques en appellent même à la guerre contre les États-Unis. Avec la Covid, ce n'est plus de la méfiance, mais une franche hostilité qui s'installe entre Pékin et Washington, avec en prime une élection présidentielle américaine en novembre. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Bruno Tertrais, le ton monte chaque jour un peu plus entre Pékin et Washington. Jusqu'où pensez-vous que peut aller cette confrontation? Ça peut aller assez loin, quoique à mon avis, pas jusqu'à l'affrontement militaire. Ni Washington ni Pékin ne veulent une guerre, évidemment. Mais je crains que cette escalade des mots, cette escalade des sanctions peut-être, puisse aller encore assez loin, et ce, quel que soit le président américain. N'imaginons pas qu'un président Biden, par exemple, au mois de janvier prochain, signerait une sorte de trêve avec la Chine. L'idée selon laquelle la Chine est désormais plus qu'un concurrent, mais désormais un adversaire, est une idée très consensuelle aux États-Unis. C'était déjà le cas avant la crise de la Covid-19, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et comme pour beaucoup d'autres tendances mondiales, la Covid-19 a joué un rôle d'accélérateur, a intensifié des tensions qui existaient déjà auparavant. Pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Vladimir Poutine a donc été le premier à sortir du bois, précisant à l'intention des sceptiques qu'une de ses filles avait été parmi les toutes premières à recevoir le sérum. Le vaccin russe a été baptisé Sputnik V, en référence à la glorieuse époque de la conquête spatiale quand les Soviétiques damnaient le pion aux Américains. Nous aurons un vaccin sûr et efficace cette année. Et ensemble, nous pulvériserons ce virus. En retard dans les sondages et sévèrement controversé pour sa gestion de l'épidémie, Donald Trump promet, laissant même entendre à ses électeurs que le vaccin pourrait être disponible avant le jour J des élections présidentielles. L'Union européenne, engagée elle aussi dans ce grand rallye, plaide la coopération internationale et pour une distribution équitable via un dispositif baptisé COVAX. La Commission européenne est prête à rejoindre le dispositif COVAX. Ce dispositif est conçu pour organiser l'approvisionnement en vaccins au niveau mondial contre le coronavirus. Et la Commission apportera également une contribution de 400 millions d'euros. La Chine, de son côté, promet bien davantage encore à ses partenaires commerciaux, alors que le régime organisait la semaine dernière à Pékin une cérémonie à la gloire de ses héros qui ont terrassé le virus. À travers le monde, près de 200 industries, laboratoires et instituts universitaires se sont mobilisés. En l'état actuel, 9 vaccins ont atteint la phase 3 des essais cliniques à vaste échelle. 4 parmi ces 9 sont chinois. Qu'il s'agisse de l'argent investi ou de l'accélération des méthodes scientifiques, toutes les règles habituelles ont été chamboulées. On n'avait jamais rien vu de pareil. Dès la toute première phase des recherches, les États ont investi des milliards sans la moindre garantie de récupérer leur mise.
Je tiens à assurer au monde que l'OMS ne cautionnera pas un vaccin s'il n'est pas sûr et efficace. Face aux pressions tous azimuts, l'Organisation mondiale de la santé entend tenir le cap. Nous ne devons pas viser à vacciner tout le monde dans un seul pays, mais un maximum de gens dans tous les pays. 9 firmes pharmaceutiques, pourtant rivales dans cette immense compétition, se sont engagées à respecter strictement les règles. Dans une déclaration commune le 5 septembre, elles disent qu'aucun vaccin ne sera délivré qui ne correspondrait pas rigoureusement aux standards d'efficacité et de sécurité. Docteur, ce qui se passe autour de cette course au vaccin, c'est assez hallucinant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Absolument, c'est du jamais vu, mais un peu comme l'épidémie. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Vous m'avez parlé dans cette préparation d'émission, on a affaire à une nouvelle guerre biopolitique. Alors, ce qu'on voit très bien, d'abord, tout le monde sait qu'un vaccin marche parce qu'il a un effet biologique. Et ce qu'on voit maintenant, avec ce qui se passe autour du monde, en Russie, en Chine et surtout aux États-Unis, c'est que le vaccin a un effet également politique. Et c'est une instance où l'action biologique renforce l'action politique et vice-versa. Donc, un État qui maîtrise l'épidémie avec un vaccin s'imagine qu'il va être plus fort, qu'il va ressortir gagnant. On lit parfois, même assez souvent, que cette crise pourrait être le moment du grand basculement du monde où la Chine prendrait le leadership. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je pense que la Chine va souffrir a posteriori de sa gestion de la crise de la Covid-19. La Chine est tout de même, d'abord, il faut le rappeler, le pays d'où est originaire cette pandémie. On verra de plus en plus qu'elle a trop tardé à sonner l'alarme, à donner l'alerte. On verra aussi qu'elle a procédé à une propagande diplomatique absolument éhontée avec des mensonges absolument inouïs ces derniers mois pour essayer de contrebalancer les accusations occidentales et notamment américaines. Donc je crois que l'image de la Chine va en sortir très écornée. Sauf si c'était en Chine qu'on découvrait un vaccin contre le SARS-CoV-2, contre le coronavirus. Si, alors, et seulement si, à mon sens, le vaccin venait de Chine, alors, effectivement, la Chine, l'aura de la Chine dans le monde de l'après-Covid pourrait être totalement transformée. Mais je ne crois pas que nous soyons à la veille d'un basculement général de l'Occident vers l'Asie. Vous savez, cette idée de basculement vers l'Asie, on en parle depuis bientôt 30 ans. Même si cette crise, tout de même, a révélé les faiblesses du modèle américain. Non, il y a aujourd'hui plus de 35 millions de chômeurs, bientôt 100 000 morts. C'est vrai, le modèle américain a ses faiblesses et on les constate en particulier dans des crises telles comme celle-ci. Mais il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est que l'Amérique a une extraordinaire capacité de rebond, d'adaptation. Elle s'adaptera à la crise et elle en pourrait même en ressortir plus forte. C'est ce qu'on a pu voir par le passé au cours des 2 derniers siècles. Il ne faut pas oublier non plus que le modèle américain, même avec ses faiblesses, reste infiniment plus attractif dans le monde que le modèle chinois. C'est en Amérique que les jeunes du monde entier veulent migrer, et ça n'est pas en Chine. Et donc je crois que ces atouts structurels, ces deux atouts, capacité de rebondir, capacité de s'adapter et attractivité du modèle en dépit de ces faiblesses que vous soulignez justement, font que l'Amérique a de bonnes chances de rester, à mon sens, le primus inter pares, en quelque sorte, entre les grandes puissances après la crise de la Covid-19. Au moment du bilan final, avantage au régime autocratique autoritaire ou avantage à nos démocraties libérales? Qui va marquer des points?
Je crois que personne ne sortira véritablement gagnant de cette crise et que ce n'est peut-être pas tant une question de régime démocratique versus régime autoritaire. Je crois que c'est surtout les régimes populistes qui vont perdre, car les populistes n'aiment pas la science, ne sont pas à l'aise avec la technologie et ont fait preuve d'une assez faible réactivité dans la gestion de ces crises, encore plus que les régimes ou les pays ou les États non populistes. Sur le long terme, toutefois, je crois que la démocratie reste un meilleur système de gouvernance, y compris pour les crises sanitaires. Nous verrons comment la Chine s'en sort, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait une contestation assez vive qui aura évidemment du mal à s'exprimer, mais une contestation assez vive au sein de la nation chinoise quant à la manière dont cette crise aura été gérée par les autorités de Pékin. Donc à court terme, peut-être petit avantage pour les autoritaires et à long terme, à mon avis, avantage tout de même pour les démocraties. Ce match entre démocratie et régimes autocratiques n'est pas terminé. Nous continuerons bien sûr à le suivre dès l'année prochaine et décrypter avec vous les développements de l'actualité géopolitique. Au nom de la rédaction et des équipes techniques, j'aimerais vous remercier de votre fidélité, vous souhaiter, quelles que soient les circonstances et où que vous soyez, une joyeuse fin d'année 2020 qui restera dans l'histoire comme l'année Covid. Je me réjouis de vous retrouver dès le 10 janvier prochain dans Géopolitis sur les écrans de la RTS et sur TV5 Monde. D'ici là, restez curieux, prenez soin de vous. À bientôt.